Salut et bienvenue dans Quelle horreur. Dans ce nouveau format, on parle d'horreur avec des petites critiques de films sans prétention, des tops, des épisodes thématiques, bref. Un rendez-vous entre assoiffés de sang si vous ne savez pas vers quelle horreur vous tournez. Five Nights at Freddy's, à la base, c'est un jeu d'horreur point and click créé par Scott Cawthon en 2014, dans lequel on incarne un agent de sécurité de nuit engagé pour garder une pizzeria et ses animatroniques chez Freddy Fazbear. Les 4 mascottes de cette pizzeria style Chuck E. Cheese, nommées Freddy, Chica, Bonnie et Foxy, ne tiennent pas en place et passent la nuit à essayer de pénétrer dans le poste de sécurité avec des intentions, disons, hostiles. They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Pour éviter de vous faire broyer entre un endosquelette et des circuits électriques, vous devrez surveiller les mouvements des animatroniques et fermer les portes au bon moment, tout en veillant sur votre jauge d'électricité qui descend à mesure que vous pressez les quelques boutons dont votre vie dépend. Et si vous faites une erreur ou que vous arrivez à court d'électricité, il se passe ça. Un gameplay simple mais efficace qui plonge tout de suite le joueur dans un état de stress et une ambiance bien flippante de lieu hanté, avec un sound design oppressant, des visuels étrangement dérangeants, bref, ça aurait pu être un énième jeu indé vite oublié comme il y en avait tant. Mais très vite, les joueurs remarquent des éléments qui permettent au jeu de sortir du lot. Des anomalies dans les caméras, des messages subliminaux et des coupures de journaux qui apparaissent de façon aléatoire, et même un 5e animatronique mystérieux. Tout cela semble raconter une histoire bien plus profonde et sombre qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une communauté de fans et de théoriciens ne se rassemble pour décrypter la véritable histoire de Five Nights at Freddy's, propulsant la popularité du jeu et menant à de nombreuses suites. C'était donc seulement une question de temps avant qu'une adaptation ne se pointe au cinéma pour illustrer sur grand écran cette histoire d'enfants assassinés possédant des animaux mécaniques. Mais les voies de la production cinématographique sont impénétrables et il a fallu quasiment 10 ans pour que le projet voie le jour, et ce après de nombreuses réécritures de scénarios, des films reprenant l'esthétique du jeu sans en avoir les droits, et des galères de production en tout genre. Après tout, Scott Cawthon voulait que cette adaptation soit à la hauteur de ses attentes et de celles des fans. Nous voilà donc aujourd'hui, le film est enfin sorti, alors une seule question subsiste. Qu'en est-il de Five Nights at Freddy's, le film ? On va devoir révéler certains éléments de l'intrigue pour vous proposer un avis complet, donc ça va légèrement spoiler. On suit Mike, un jeune adulte qui a l'air de passer de petit boulot en petit boulot et qui s'occupe seul de sa petite sœur Abby. Tourmenté par le souvenir du kidnapping de son petit frère alors qu'il était enfant, Mike cherche toutes les nuits dans ses rêves des indices sur l'identité de l'homme qui l'a enlevé. Fraîchement licencié et menacé qu'on lui retire la garde d'Abby pour la confier à sa tante, Mike accepte le seul boulot que son conseiller veut bien lui proposer. Vous le voyez venir, gardien de nuit dans la pizzeria de Freddy Fazbear. Suite à la disparition de plusieurs enfants dans les années 80, la pizzeria fut contrainte de fermer, et ce, malgré sa forte popularité. Rapidement, Mike se rend compte que quelque chose cloche avec cet endroit. Les animatroniques ne sont pas de simples peluches géantes, ils sont vivants et hostiles en plus. Les esprits des enfants disparus animent chacun un animatronique, et ils apparaissent en rêve à Mike. D'ailleurs, il semble détenir des informations sur l'homme qu'il recherche. Vanessa, l'inspecteur de police qui met en garde Mike dès le début du film, semble elle aussi en savoir plus qu'elle ne laisse paraître. Adapter un jeu vidéo au cinéma, c'est toujours un peu délicat, et les exemples d'adaptation réussis sont rares. Ici, on parle d'adapter une histoire d'une part cachée et cryptique dans les jeux eux-mêmes, et d'autre part extrêmement complexe. En plus, ça reste un film avant tout, il faut que ce soit compréhensible et appréciable aussi par ceux qui n'ont pas joué au jeu, qui se sont pas renseignés sur le lore, ou tout simplement qui s'en foutent et qui veulent juste voir un bon film. Pas facile. Tout d'abord, le film est visuellement plutôt beau. L'esthétique 80s rétro comme on la fantasme et comme elle est représentée dans le jeu est bien présente et agréable à regarder. On a droit à une scène d'intro plutôt violente et qui nous met dans le bain horrifique de ce qui va suivre. Le générique style borne d'arcade est lui aussi assez sympa. Malgré quelques longueurs et scènes qui s'étirent inutilement, le rythme est bien géré et on ne ressent pas trop les 1h50 du film. On a aussi droit à un sound design plutôt efficace à base de néons qui clignotent et de rumble ambiant, souvent tiré directement du jeu. La musique, quant à elle, est plutôt anecdotique et jamais vraiment marquante. Elle se contente d'accompagner l'action, ni plus ni moins. Il s'agit de la première grosse réalisation d'Emma Tammy, après avoir notamment fait ses armes chez Blumhouse en réalisant 2 épisodes de la série Into the Dark. La mise en scène est donc plutôt conventionnelle et sans grosse prise de risque, pas grand chose à dire là-dessus.
On repère assez vite la même volonté de laisser des indices signifiants dans le fond pour les spectateurs attentifs, sans que les personnages ne s'attardent dessus, comme des dessins d'enfants ou des mots écrits sur un miroir embué. Un peu comme dans le jeu, vous me direz. Mais on va pas se le cacher, c'est fait de façon assez grossière, bien trop frontale, et finalement c'est très accessoire à l'histoire que le film raconte. Parce que de leur côté, les dialogues sont bourrés d'expositions qui enlèvent tout le mystère potentiel, et on prend un peu le spectateur pour un demeuré. Des répliques qui reviennent plusieurs fois dans le film dans la bouche de différents protagonistes, des gros plans sur des dessins, un manque général de subtilité, bref, on voit tout venir à 100 km, et on n'est jamais vraiment surpris par le scénario. À quoi bon cacher des éléments dans le décor si c'est pour tout servir au spectateur quoi qu'il arrive? Les personnages qu'on suit sont sans grande profondeur. Globalement, on a du mal à s'investir dans les relations entre les protagonistes qui sont assez creux. La relation entre Mike et Abby n'est jamais réellement touchante, pourtant c'est supposé être le moteur de l'intrigue, la raison pour laquelle Mike accepte ce travail de gardien de nuit. Le personnage de Vanessa est tout aussi survolé, elle a des réactions souvent incohérentes et le film justifie à peine sa présence dans le tout dernier acte du film. Le scénario est assez plat et tout le délire autour des rêves de Mike n'apporte pas grand chose au film et semble avoir été rajouté au dernier moment pour relier les scènes entre elles. Quant à la sous-intrigue entre Abby et le personnage de la tante de Mike qui cherche par tous les moyens à récupérer la garde de la fillette, quitte à tomber dans l'illégalité, le film n'élabore jamais les raisons qui poussent la tante à agir. D'ailleurs, quand le véritable antagoniste du film est révélé, le film n'apporte aucun élément sur ses motivations ou son histoire. Juste que c'est un méchant monsieur. Sans déconner, c'est vraiment dit comme ça dans le film. Il tue des enfants et il les fourre dans les animatroniques parce qu'il est très méchant. Ça, c'est du traitement de personnage. Dans le jeu, il est question d'un homme rendu fou par la mort de son fils, au point de se venger sur les autres enfants dans l'espoir de le retrouver à travers d'étranges expériences, mêlant meurtre, robotique et sciences occultes. Ça a quand même plus de gueule et c'est décevant que le film ait finalement décidé de raconter une autre histoire. Et de façon générale, on n'est jamais vraiment touché par les enjeux du film. Et ça s'étend jusqu'à la menace principale du film, ces fameux animatroniques. Ils ont été rendus possibles par les efforts combinés de techniciens en animatronique et créés par l'illustre Jim Henson's Creature Shop, fondé par Jim Henson lui-même, créateur des Muppets et réalisateur de Dark Crystal. Ici, les animatroniques sont à l'image du film, trop lisses et leurs mouvements sont trop fluides. On ne ressent pas l'aspect lourd, mécanique et dangereux qui devrait s'en dégager et qui est fortement suggéré par leur sound design, leur taille et les plans sur leurs pieds quand ils se déplacent. En plus, certaines scènes comme la scène du château fort viennent complètement réduire à néant le potentiel horrifique et menaçant des animatroniques. Finalement, on sait pas si le film veut qu'on en ait peur, avec des scènes d'attaque où les animatroniques sont hostiles et meurtriers, ou qu'on ressente de l'attachement pour ces grosses peluches mécaniques, notamment quand Abby se lie d'amitié avec elle. On pense très fort à la scène de la forteresse qui nous a laissé sans voix tellement elle a rien à foutre là. Ceux qui ont vu le film comprendront. Cela dit, on apprécie quand même l'effort fourni pour recréer les animatroniques du jeu tout en effet pratique et sans l'aide de CGI, ce qui aurait été vraiment une mauvaise idée. Les bestioles sont certes un peu lisses, mais finalement fidèles aux matériaux d'origine. Le film ne fait jamais peur, pas même une seconde, et ce malgré les quelques jumpscares qu'il nous offre. Il ne parvient pas non plus à créer de la tension dans son histoire. Il est aussi très, voire trop avare en gore, et les meurtres surviennent exclusivement hors champ. Parlons-en des scènes de meurtre, le body count est très léger. En fait, on a un meurtre d'un agent de sécurité dans la scène d'introduction du film, et une autre scène dans laquelle 3 jeunes, engagés par la tante de Mike, s'introduisent dans la pizzeria pour y foutre le boxon. Mais ils finiront tous charpillés par les animatroniques. C'est tout. Même l'histoire des enfants disparus qui possèdent les animatroniques est plus que survolée et ne semble ni grave ni tragique. Alors qu'on parle d'enfants assassinés quand même. D'ailleurs, attention, spoil encore une fois, même si on voit la révélation venir de très loin, ce grand méchant s'avère être le conseiller d'orientation qui offre le boulot à Mike, interprété par Matthew Lillard en total roue libre. Il cabotine à fond dans le dernier acte et franchement, c'est un peu cool. En tout cas, c'est un peu drôle. Justement, le film ne fait pas peur, certes, mais il se permet quelques moments de comédie. Et malheureusement, là aussi, c'est raté. Comme par exemple dans cette scène complètement dispensable où un animatronique, Golden Freddy pour les intimes, monte à l'arrière d'un taxi avec Abby pour offrir un jumpscare cheap au chauffeur. Encore une scène dont on se demande la raison d'être. Sauf que cette fois, on a la réponse. Le chauffeur est interprété par Cory X Kenshin, un youtubeur américain qui a beaucoup contribué au succès du jeu avec ses gameplays. D'ailleurs, c'est pas le seul caméo que s'offre le film, car on a le droit à une apparition du youtubeur MattPat de la chaîne Game Theory qui nous balance même sa catchphrase au détour d'un dialogue. It's just a theory. A game theory. Thanks for watching. MattPat a également énormément contribué à la popularisation du jeu avec ses très nombreuses vidéos de théories sur l'histoire cachée des jeux, encore jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, la seule raison d'être de ces caméos est de faire un clin d'œil à la communauté Five Nights en leur offrant ce qu'ils ont tant demandé sur internet. En bref, du gros fanservice. Et là on touche au problème majeur du film. Il veut absolument brosser les fans du jeu dans le sens du poil en faisant pleuvoir les références au jeu et à tout ce qui entoure le phénomène Five Nights. Laissez-nous vous en citer quelques-uns.
On a déjà cité les éléments sonores, mais également les noms des personnages Mike et Vanessa sont des références directes au premier et dernier jeu en date de la saga. Mike Schmidt est le nom qui apparaît sur le chèque du salaire du personnage que l'on joue dans le premier jeu, et Vanessa est un antagoniste du dernier jeu, Security Breach. Beaucoup d'éléments de décor sont des clins d'œil directs à différents éléments du jeu. Les bornes d'arcade, les masques aux effigies des animatroniques, leur position sur les caméras de sécurité, le téléphone, les damiers sur les murs, bref. La réplique finale de l'antagoniste aussi, même si là dans le film elle a aucun sens. On voit également des références à d'autres animatroniques comme Balloon Boy qui nous offre le pire des jumpscares du film, mais aussi un costume qui rappelle fortement Baby, présent dans le 5ème jeu de la saga, Sister Location. Même la piscine à balles dans laquelle se cache Abby est une référence à un des livres autour de l'univers des jeux, écrit par Scott Cawthon lui-même. Il y en a beaucoup trop pour les citer et ça rend le tout vraiment indigeste. Il faudrait une vidéo entière dédiée à ces easter eggs, ce que d'autres feront certainement bien mieux que nous. Ces éléments sont absolument incompréhensibles pour les spectateurs qui ne seraient pas ultra calés sur le lore de Five Nights at Freddy's. Alors oui, c'est une adaptation, et c'est normal qu'on ait des éléments du jeu dans le film. Mais là au mieux ce ne sont que des ajouts cosmétiques, et au pire ils alourdissent inutilement le film, comme les caméos de youtubeurs cités précédemment. Et ça continue jusqu'aux références aux créations de fans de la licence, comme la vidéo de présentation qui rappelle certaines vidéos d'Analog Horror sur l'univers de Five Nights, ou le générique de fin du film et sa musique composée par The Living Tombstone. Bon, je pense que vous l'avez compris, on n'a pas trop aimé le film, et pourtant on aurait adoré l'aimer. Vraiment, hein. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que le film ne prend pas au sérieux sa propre histoire, qui est pourtant riche et élaborée. Et c'est d'autant plus surprenant que le film a été coécrit et coproduit par Scott Cawthon, le créateur du jeu. Le film ne sait pas où se placer entre réaliser une adaptation digeste de l'intrigue filée dans les jeux, ou livrer un gros festival de clins d'œil et de fanservice sur grand écran. On aurait aimé un film sérieux et sombre avec un traitement plus adulte. L'histoire d'un homme aux pulsions meurtrières qui arrache des enfants à la vie et dont les âmes finissent piégées dans des prisons de métal et de circuits électroniques, condamnés à errer dans les lieux de leur mort, nourrissant une haine vengeresse et meurtrière. Du coup, un fan du lore comme moi est super déçu par le traitement apporté à une histoire qui a un énorme potentiel horrifique. Et un spectateur en attente d'un bon film d'horreur comme moi est complètement laissé sur le bord de la route et est servi un film plat, sans profondeur et trop lisse, à l'image de beaucoup de productions Blumhouse. Pour autant, le film cartonne au box-office. 3e meilleur démarrage pour un film d'horreur derrière les 2 volets de ça, et 2e meilleur pour une adaptation de jeu vidéo derrière Super Mario Bros. Le film a déjà rapporté 10 fois son budget et aura certainement le droit à des suites comme c'est très subtilement suggéré à la fin du film. On sent assez l'ironie là ? Mais ce n'est qu'un avis, notre avis. D'ailleurs, pour contrebalancer tout ça, on vous laisse quelques minutes avec quelqu'un qui pour le coup a apprécié le film, notre grand copain Scotty. Five Nights at Freddy's est une licence qui a bordé mon adolescence et qui a grandement contribué à m'inspirer en influençant ma créativité et mes goûts en matière d'horreur. Je pense pouvoir assumer que l'une des choses qui me plaît le plus en termes d'horreur, et peu importe le média, est le mélange d'un univers enfantin à quelque chose d'horrifique. Ça fait ressurgir une sorte de peur profonde un peu malsaine que j'adore. Au final, quelque chose de très similaire à l'horreur liminale. Contrairement à vous, je n'ai pas été voir ce Five Nights dans le but de voir un film d'horreur, ni un film sur le lore. J'aurais même du mal à dire que j'ai été le voir pour du fanservice autour de la licence. À vrai dire, j'ai été le voir pour prendre une énorme dose de nostalgie. Parce que ça fait quasiment 9 ans qu'on en parle de ces rumeurs sur un film FNAF. 9 ans que mon moi adolescent est encore trop ignorant en termes d'horreur en rêve. Depuis que le projet se concrétise, autant dire que je ressens une sorte de petite boule au ventre d'adrénaline, une hype un peu dévorante. Alors forcément, je ne suis pas parti voir le film avec des attentes, j'ai plus vu ça comme la concrétisation d'un rêve un peu niais et enfantin. Forcé d'assumer que ce film n'est pas horrifique, malgré quelques tentatives de screamer très bancales, le film reflète plus d'un thriller soft que de quoi que ce soit d'autre. Également forcé d'assumer que le respect du lore et de l'histoire est un peu chamboulé au profit des easter eggs. Par ailleurs, le film n'est pas tant que ça inspiré des jeux, il suit bien plus que racontent les livres. Au final, je suis d'accord avec l'argument utilisé dans les trailers, le meilleur film popcorn jamais réalisé. Parce que je l'ai ressenti comme tel, juste du kiff, ni plus ni moins. Et pas que pour moi, mais je ressens aussi ça du point de vue de Scott Cawthon. Le film me donne l'impression qu'il s'est juste fait un gros kiff et qu'il n'a pas essayé de nous pondre un film d'horreur digne de ce nom ou de nous expliquer l'histoire autour de ses créations. Je suis obligé de reconnaître que le film a des défauts et des qualités, mais néanmoins je n'ai pas été le voir dans la même optique, mentalité que tous les films que je vais voir. C'est limite la première fois que je ressens ça devant un film, une déconnexion totale, juste un gros kiff, peu importe que le film soit mauvais en mourir ou qu'il soit le plus grand chef-d'œuvre jamais réalisé. Et malgré ce qu'on peut en penser, j'ai terriblement envie d'une suite. J'ai envie de voir ce que ça pourrait donner chez Circus Baby de Sister Location ou au Pizzaplex de Security Breach. Oh et j'oubliais, je suis néanmoins un peu déçu que les scènes du Springlock ne soient pas montrées à 100%. Un film est objectivement meilleur quand il y a du sang partout, ça va de soi.
Merci Scotty, surtout allez le suivre sur Instagram, il a un des meilleurs comptes de la plateforme et tous ses posts sont originaux, réalisés avec soin, c'est que du bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir nos autres formats, on fait plein de trucs différents autour de l'horreur, vous allez adorer. En attendant, on se retrouve bientôt dans notre cabanon pour un nouvel épisode de Quelle horreur! I don't know what real anymore.